Peux-tu expliquer ce qu'est Internet? As-tu entendu parler du jeune de 19 ans qui a perdu un procès contre Metallica et qui a ensuite passé la décennie suivante à démanteler tranquillement toute l'industrie musicale de l'intérieur? Maintenant, ce gars s'appelle Sean Parker. Sean a 19 ans en 1999 lorsque l'histoire débute. Il a grandi en Virginie, plutôt intelligent. À 16 ans, il a gagné la foire scientifique de l'État avec un robot d'indexation conçu dans sa chambre. La CIA, impressionnée, a tenté de le recruter au lycée, mais il a refusé. Dès sa terminale, il gagnait plus de 80 000 $ par an en codant pour des startups. Voici maintenant ce qu'il faut savoir sur Sean. Quelques années plus tôt, à 15 ans, il avait rencontré un autre hacker adolescent dans un salon IRC, Sean Fanning. Ils se sont rapprochés en parlant physique et en piratant ce qui leur était interdit. Au début de l'année 1999, je vais simplement l'appeler Fanning parce qu'il y a trop de Sean. Fanning appelle Sean, 19 ans, avec une idée. Fanning est étudiant en première année à Northeastern. Il a écrit un logiciel qui te permet de rechercher de la musique sur le disque dur de n'importe qui d'autre sur Internet. Trouve une chanson, clique, récupère le fichier. C'est fait. Fanning l'appelle Napster. Sean, qui a un certain sens des affaires, lève environ 50 000 $ de fonds d'amorçage rien qu'avec des coups de fil. Le 1er juin 1999, le logiciel est lancé. Et en quelques semaines, le réseau de Northeastern est en train de fondre. En quelques mois, le trafic de Napster représente jusqu'à 61% de toute la bande passante Internet dans les universités. Début 2001, il atteint un pic de 80 millions d'utilisateurs enregistrés. Et pour donner une idée de l'ampleur, AOL à l'époque, le plus grand service Internet payant en Amérique, comptait environ 30 millions d'abonnés au même moment. Napster, un logiciel qui n'existait pas 21 mois plus tôt, en avait plus du double. Le logiciel ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire d'Internet à l'époque. 2 adolescents dans un bureau à San Mateo le géraient. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut regarder à quoi ressemblait l'industrie musicale en 1999. Si tu voulais de la musique, tu devais acheter un CD et ça coûtait, disons, 18 à 20 $. Si tu voulais une seule chanson, tu ne pouvais pas l'acheter. Tu devais acheter le CD entier. L'industrie musicale américaine a gagné 14,6 milliards de $ cette année-là. C'était leur plus grosse année de toute leur histoire. Ils avaient une mainmise de fer sur la distribution. Et ces 2 adolescents dans une chambre universitaire ont complètement renversé ce modèle. 90 millions de personnes n'achèteront plus de CD. Et cette histoire va devenir folle. Au début des années 2000, les maisons de disques savent déjà ce qu'est Napster. Les ventes de musique physique, donc dans ce cas les CD, chutent pour la première fois depuis environ 2 décennies, et les maisons de disques commencent à paniquer. Mais ce n'est pas une maison de disques qui tire le premier coup. C'est un groupe. En avril 2000, Metallica enregistre une chanson appelée I Disappear pour la bande originale de Mission Impossible 2. Elle n'est pas sortie, elle n'a pas été promue, elle n'a pas été terminée. Et puis leur batteur, Lars Ulrich, l'entend à la radio. 20 stations différentes à travers le pays ont commencé à diffuser sa chanson inédite. Il remonte la piste. La fuite remonte à Napster, et sa réaction exacte a été, je cite, « Eh bien, s'ils nous cherchent, on va leur rendre l'appareil. » Metallica engage une société appelée NetPD pour surveiller chaque utilisateur de Napster qui échange leur musique. La société revient avec une liste. 335 435 noms sur 60 000 pages. Ils ont imprimé les 60 000 pages. Et le 3 mai 2000, Lars arrive personnellement au bureau de Napster à San Mateo avec l'intégralité des 60 000 pages imprimées à l'arrière. La presse est là. Il y a aussi des foules d'étudiants qui, d'une manière ou d'une autre, ont appris qu'il venait et sont venus pour lui crier dessus. La police de San Mateo a dû intervenir pour gérer la foule. Sean observe tout cela de l'autre côté de la rue. Il enfile un sweat à capuche et sort pour regarder le spectacle. Lars remet la boîte aux avocats de Napster, remonte dans le SUV et rentre chez lui. Il pense avoir gagné. Il n'avait pas vraiment gagné, car des millions de personnes venaient de voir le batteur le plus célèbre du métal essayer de les faire bannir du service qu'ils utilisaient chaque jour. Et la situation est devenue tellement mauvaise pour Metallica qu'un studio d'animation Flash, assez populaire à l'époque, appelé Camp Chaos, a sorti une série intitulée Napster Bad, avec des versions animées de Lars et James Hetfield. Il grognait à propos de l'argent en utilisant des sortes de monosyllabes, et ça a fait le buzz. Les gens le citent encore 25 ans plus tard. Donc Lars n'est plus seulement en train de poursuivre Napster en justice.
Les personnes qui utilisent Napster sont également impliquées dans ce procès, et Lars est devenu la risée de tout Internet. Alors que ce spectacle public a lieu, Sean est sur le point de perdre toute son entreprise. Et cette partie-là était folle à découvrir. En mai 2000, l'Association de l'industrie du disque d'Amérique, la RIAA, le groupe professionnel qui représente toutes les grandes maisons de disques du pays, poursuit Napster en justice depuis décembre. Et l'un de leurs avocats a passé en revue chaque document interne de Napster qu'ils ont été obligés de remettre lors de la procédure de divulgation. Et il cherchait une preuve irréfutable, et il la trouve. Un email que Sean avait envoyé à Fanning quelques mois plus tôt. Le cofondateur, l'homme d'affaires, celui dont tout le travail consiste à prouver que Napster est un service de recherche légitime, a écrit de sa propre main, je cite, « Il voit qu'en soi que nous ne faisons pas que rendre de la musique piratée disponible, mais que nous stimulons aussi la demande. » Encore cet email, la preuve irréfutable. Toute la défense juridique de Napster dans tous ces procès reposait sur un seul argument. Ils n'ont aucune idée de ce que font les utilisateurs sur leur service. Ils ne sont qu'un moteur de recherche. Et voici l'un des fondateurs qui écrit noir sur blanc, en anglais simple, qu'il sait exactement ce qui se passe sur la plateforme et qu'il en est ravi. Des années plus tard, Sean affirmera que certains écrits de son adolescence figurent désormais dans les manuels de droit comme exemple à éviter. Le conseil d'administration de Napster l'écarte. Il a 20 ans. Il vient d'aider à créer le logiciel ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire d'Internet et il est au chômage, dormant sur les canapés de ses amis en Californie. 2 mois plus tard, en juillet 2000, Lars témoigne devant la commission judiciaire du Sénat des États-Unis et compare les utilisateurs de Napster à des voleurs à l'étalage. Lors de cette même audience, cette Alanis Morissette se lève et dit au sénateur que Napster aide en réalité les artistes en stimulant les ventes de billets et de produits dérivés. La salle s'est retournée contre Lars, et à la fin de l'audience, le public s'était retourné contre Metallica. 2 mois plus tard, lors des MTV Video Music Awards, Sean Fanning monte sur scène pour présenter Britney Spears en portant un t-shirt Metallica. Quelqu'un en coulisses lui demande à propos de ça et il répond très sérieusement, je cite, « Un ami l'a partagé avec moi ». Les poursuites continuent d'affluer aussi. Dr. Dre rejoint Metallica, d'autres labels s'ajoutent. En juillet 2001, un juge fédéral a ordonné à Napster de filtrer toutes les chansons protégées par des droits d'auteur de la plateforme. Ce filtre n'a pas fonctionné. Il ne pouvait pas fonctionner. Napster a fermé son service gratuit cet été-là. En juin 2002, ils ont déposé le bilan. Les actifs ont été vendus aux enchères pour environ 5,3 millions de dollars. L'industrie musicale vient de gagner. Ils ont eu le gamin. Ils ont eu l'entreprise. Ils ont obtenu le précédent. Lars a eu ce qu'il voulait. Mais voici ce que les maisons de disques ne comprennent pas encore. Napster est mort. Mais Napster a passé 2 ans et demi à montrer à 80 millions de personnes à quoi doit ressembler un logiciel de musique. Trouvez instantanément une chanson et accédez rapidement à votre ordinateur. Les maisons de disques ont dépensé des millions pour tuer le produit. Ils n'ont pas tué la demande. Et quelqu'un est sur le point de combler ce vide. Nous avons décidé de le faire puisque personne ne le faisait. Nous avons commencé il y a 1 an et demi à créer un magasin de musique. Voici Steve Jobs. En avril 2003, Apple lance l'iTunes Music Store. C'est l'expérience musicale de Napster avec un système de paiement. Des chansons à l'unité au lieu d'albums complets. Recherche instantanée dans tout votre immense catalogue. Livraison directe sur votre ordinateur. Steve Jobs a seulement ajouté un moyen pour que les maisons de disques soient en payer. Steve Jobs s'assoit avec chaque patron de grandes maisons de disques et utilise Napster qu'il venait quand de combattre 2 ans comme argument de vente. Il leur dit que Napster a montré au monde ce que les gens veulent vraiment. Et je généralise un peu, mais les maisons de disques sont vraiment trop épuisées pour continuer à se battre. Elles voient dans l'avenir arriver et elles signent. En 5 ans, iTunes devient le plus grand distributeur de musique de la planète. Plus grand que Walmart, plus grand que Best Buy, et Apple prélève 30% sur chaque transaction. C'est la première moitié de l'histoire. La seconde moitié est assise devant un ordinateur en Suède. Voici donc Daniel Ek. Et il avait 16 ans lorsque Napster a été lancé. Et Daniel l'adorait. Il l'utilisait tout le temps. Il a dit plus tard qu'il en était fasciné. Et après la disparition de Napster, Ek a fait les mêmes calculs que Steve Jobs. Il a compris qu'on ne peut pas éliminer le piratage par la législation. Impossible de poursuivre 80 millions de personnes pour les faire revenir en magasin.
La seule façon de réparer l'industrie musicale, c'est de créer quelque chose qui ressemble exactement à Napster, mais légal et qui permet de rémunérer les artistes. Ils l'appellent Spotify. Et ça se lance en Europe en 2008. Et puis Sean revient. Le même Sean Parker détruit par les maisons de disques. Sean qui entre-temps était devenu le président fondateur de Facebook et qui disposait désormais de centaines de millions de dollars et qui a été rendu célèbre dans le film The Social Network. Sean n'avait jamais oublié ce qui s'était passé avec Napster. Il attendait son heure. Et en 2009, il découvre Spotify et envoie à Daniel Ek un email non sollicité qui commence par, je cite, « J'ai testé Spotify, tu as créé une expérience incroyable. » L'année suivante, Sean fait un chèque de 15 millions de dollars à Spotify. Puis il prend l'avion. Tu peux imaginer ce qu'il a ressenti en faisant ça aussi ? Il entre chez Warner Music. Il entre chez Universal, les mêmes labels qui l'avaient aidé à être évincé de sa propre entreprise 10 ans plus tôt. Et lui-même a aidé à négocier les accords de licence américains de Spotify en utilisant des contrats qu'il avait rédigés à l'âge de 19 ans. Spotify est lancé en Amérique en juillet 2011 et aujourd'hui, cela vaut 100 milliards de dollars. Les actifs de Napster, en 2002, ont de nouveau été vendus pour 5,3 millions. Et voici le plus important. En 2026, donc cette année, le streaming représentait 84% de tous les revenus de la musique enregistrée aux États-Unis. Les maisons de disques gagnent plus d'argent qu'à n'importe quel moment depuis 20 ans. Lars Ulrich, interrogé à propos du procès sur Reddit quelques années plus tard, l'a qualifié, je cite, de simple note de bas de page. Le jeune de l'industrie musicale, autrefois ruiné, est revenu 9 ans plus tard pour financer l'entreprise qui contrôle la manière dont presque tout le monde écoute la musique. Donc pour cette histoire, pour Sean Parker et pour tous ceux qui ont été impliqués au début de Napster, mission accomplie.